Je voudrais terminer en posant une seule question à propos de votre dernier livre. Je brûlerai ce pont quand j'y serai. Noam Chomsky écrit « Un livre indispensable, réalisé avec la verve et la précision habituelle de Finkelstein ». Et Cornel West écrit « Ce livre est à la fois brillant et courageux ». Vous avez récemment rédigé une préface pour la seconde édition. Si vous pouviez nous dire en écrivant cette préface, vous avez sans doute repensé au livre et à sa pertinence dans le contexte actuel. Qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé à ce sujet? Je l'ai lu et j'ai trouvé qu'un point important que vous soulevez concerne la question des politiques identitaires, que vous qualifiez de fausse gauche, par opposition à la vraie gauche. Vous mentionnez ces deux termes. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi il est important que la gauche se dissocie de ce type de politique identitaire? Je suis sûr que cela intéressera nos téléspectateurs. Et je me demandais si vous pouviez lire quelques lignes de ce paragraphe, car j'ai vraiment apprécié ce que vous avez écrit à propos des politiques identitaires. Eh bien, dans le paragraphe précédent, j'ai dit qu'en tant que jeune homme, et jusqu'à aujourd'hui, il m'inspire profondément, que la gauche historique, et je ne considère pas la gauche comme un ensemble fixe de positions. Je pense qu'il existe ce qu'on pourrait appeler une tradition de gauche, et je continue d'adhérer à cette tradition de gauche, tout en reconnaissant que beaucoup de choses ont changé, et que bon nombre des positions, pour ainsi dire, fixes de la gauche ne sont plus applicables à la situation actuelle. La gauche consiste en une tradition, historiquement, certaines positions fixes, dont, comme je l'ai dit, la pertinence aujourd'hui est sérieusement remise en question. Mais c'était aussi une position de type humain, un type humain. La gauche s'est appuyée sur les épaules des Lumières européennes et sur celles de la culture européenne. Hier soir, je lisais ici le dernier volume des œuvres complètes de Rosa Luxemburg, traduites en anglais. Il y a beaucoup de choses admirables dans la lecture de la grande Rosa Luxemburg, mais l'une des choses frappantes, c'est la facilité avec laquelle elle fait référence à l'histoire, à l'économie, à la littérature. Sans prévenir, elle cite Le Marchand de Venise de Shakespeare, puis Goethe, puis encore une citation, et encore une autre. Ils avaient assimilé les sommets de la culture européenne et l'étendue du savoir humain. Cela me rappelle Marx. Voilà. Et au-delà de cela, parce que je lisais aussi Marx aujourd'hui, une biographie de Marx, je feuilletais simplement quelques pages, cette volonté de se sacrifier jusqu'à donner leur vie pour la cause. L'acceptation du fait qu'ils mourront dans la lutte, et cela ne les trouble jamais. Rosa Luxemburg, que j'ai citée, écrit à une amie « J'espère vraiment mourir à mon poste, dans un combat de rue ou en prison. » Or, Rosa Luxemburg était très menue, physiquement très menue et frêle. Elle avait un handicap à la hanche, et elle est morte d'une façon des plus atroces. Les précurseurs des nazis, ce qu'on appelait les Freikorps, pendant et après la Première Guerre mondiale, l'ont attrapée et l'ont battue, battue, battue et encore battue. Une femme qui a assisté à la scène a dit « Je n'avais jamais de ma vie vu quelqu'un se faire battre comme ça. » Et vous pensez à Rosa, avec toute sa connaissance, toute sa délicatesse, tout son raffinement, porté par l'héritage de toute la culture européenne, se faire battre et battre encore par cette brute d'homme. Et ils acceptaient tous que tel était leur destin en tant que révolutionnaires. J'ai mentionné le fait d'être porté par la culture européenne, et j'ai cité Lénine. Un jour, il écoutait la Passionata de Beethoven, et Gorky, le romancier russe, discutait avec lui. Et Lénine a dit « Je pourrais écouter la Passionata de Beethoven tous les jours. Je suis souvent incapable d'écouter de la musique. » Ça me tape sur les nerfs.
J'aimerais caresser mes semblables et leur murmurer des mots doux à l'oreille pour avoir su produire de si belles choses malgré l'enfer abominable dans lequel ils vivent. Pourtant, aujourd'hui, il ne faut caresser personne, car les gens ne feraient que vous mordre la main, frapper sans pitié, même si en théorie nous sommes contre toute forme de violence. C'est en fait une tâche infernalement difficile. Vous savez, c'était la tradition. Cela m'a inspiré à l'époque, quand j'étais un gamin de 18 ans, et cela m'inspire encore aujourd'hui, alors que je me dirige vers mes 80 ans, si j'y arrive. Et puis il y a cette chose qu'on appelle la cancel culture, le wokisme. Et donc le passage que tu veux, qui est aussi venu au nom de l'activisme. C'est ironique, parce que tu parles d'agir, n'est-ce pas? Quand tu cites la volonté de Lénine ou de Rosa d'aller au front et même de mourir, dans le cas de Rosa, c'est ta propre volonté d'agir. Et ironiquement, la politique identitaire a aussi brandi le drapeau de l'activisme. Mais tu as écrit quelque chose qui était frappant à ce sujet. La politique identitaire est d'une toute autre nature. Il ne s'agit pas du travail fastidieux d'éducation et d'organisation. Il s'agit de likes, de partage et de vues. Il ne s'agit pas de lire, de faire des recherches et de raisonner. Il s'agit de tweets, de mèmes et de hashtags. On ne trouve plus ces leaders, comme autrefois, dans le comté de Harlan, à organiser une grève de mineurs ou dans les tranchées d'Espagne à défendre la République. Les leaders de la politique identitaire se retrouvent à un chic festival d'idées à Aspen ou à une soirée antiraciste dans les Hamptons. Leur conception du sacrifice pour la cause consiste à facturer seulement 15 000 $ pour une session en ligne de jargon psychologique ou à toucher 50 000 $ d'honoraires pour une conférence publique de pseudo-psychologie. Et je continue en disant, ce qu'ils produisent, prenez le cas d'Ibram X. Kendi. Il a pondu 13 livres, comme il les appelle, à partir de sa bouillie, Comment devenir antiraciste. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne sorte la trilogie. Comment devenir une poignée de porte antiraciste. Comment devenir une lunette de toilette antiraciste. Et comment devenir une ampoule antiraciste. C'est pas que ce soit pas sérieux. C'est juste totalement ridicule. Je te disais aujourd'hui que, dans la tradition historique de la gauche, il y avait ce qu'on appelait la question de classe, ou la question sociale. Ensuite, en lien avec cela, il y avait la question nationale, ce que nous appellerions aujourd'hui l'autodétermination nationale. La question nationale. Il y avait la question des femmes, il y avait la question juive, il y avait la question noire, les grandes questions d'une époque. Peut-on imaginer Marx, Lénine, Rosa, Trotsky écrivant un traité sur la question des toilettes? Devrions-nous en avoir une, deux, trois? Vous savez la fameuse remarque de Che Guevara, 1, 2, 3, de nombreux Vietnam. Maintenant, la grande question, c'est, dans les aéroports, doit-on avoir une, deux, trois de nombreuses toilettes? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas une tradition à laquelle je souhaite appartenir. Bien dit. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Je voulais simplement rappeler à la fin, achetez le livre, je brûlerai ce pont quand j'y arriverai. Il est plein de divertissement, en plus d'une véritable analyse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir pour l'instant. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don pour soutenir la cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous.
Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.